Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La musique est un art, mais aussi une industrie. Parce que oui, il faut bien vendre sa musique. Et le but de la promotion va être justement de maximiser la visibilité et l'attractivité d'un projet pour au final faire augmenter les ventes et aujourd'hui les streams. Alors, pour faire une bonne promo, il faut déjà un bon projet et une bonne idée. Et bien aujourd'hui, on va voir ensemble que la bonne idée peut carrément se retourner contre toi, surtout quand il s'avère qu'au final, c'est pas du tout une bonne idée. Voici les pires promos d'artistes. Big Daddy Kane, c'est une grosse pointure du rap new-yorkais. Il est considéré comme un précurseur des flows rapides, notamment avec ça, à la fin des années 80. Dans les années 90, Kane va partir en tournée avec un jeune rookie qui s'appelle Jay-Z. Puis vont s'en suivre des feats avec des légendes du rap US comme Tupac, MC Hammer et compagnie. Il ira même jusqu'à décrocher un Grammy dans la catégorie meilleure performance rap pour un groupe. Bref, voilà pour le résumé rapide, Kane était un rappeur très influent, en tout cas pour son époque, il pesait clairement dans son game. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Dans ses textes, il revendique une chose en particulier, son hétérosexualité. Mais peut-être qu'il le revendique un peu trop. Tout du moins, c'est ce que lui reproche une partie des fans de l'époque. Il aimait abuser du côté sexy, et certains le considéraient comme un Marvin Gaye, avec des textes très orientés sur le sexe et aussi le sexe, ce qui a fini par saouler une partie des auditeurs. Dans un de ses sons, Pimping Ain't Easy, il ira même jusqu'à tacler les homosexuels gratuitement, comme si ça le rendait plus viril, j'imagine. The Big Daddy law is anti-faggot. That means no homosexuality. What's in my pants will make you see reality. And if you wanna see a smooth black Casanova, alors, on garde cette phase homophobe en tête, elle va avoir une importance pour la suite. Au début des années 90, Kane est donc sur une méga lancée. Il est l'un des meilleurs MC de sa génération, il a déjà 2 albums certifiés or, tout ça, et là il cherche un moyen pour faire la promotion de son nouvel album, Taste of Chocolate. Et dans cet album, on peut lire dans les petites notes, c'est de la pochette, qu'il se considère comme un mec trop beau et que l'un de ses objectifs est maintenant de devenir un artiste sexy. Lui, il veut que prouver, il veut être le baiser né. C'est son objectif de vie aujourd'hui. Mais il veut pas faire une promo classique, TV, radio, etc. Kane, il a une idée bien précise. Il veut apparaître dans un magazine érotique destiné aux femmes, histoire d'être à fond dans son personnage, mec viril, qui fait que baiser, que ça baisse, tout ça. Oh yeah. Ok. Je comprends ce qu'il veut faire, on voit à peu près, on a l'idée. Alors cette idée, elle lui vient d'où ? Elle lui vient évidemment du magazine Playboy, voilà, qui cartonnait dans les années 90. Ce magazine présente uniquement des femmes. Du coup, selon sa logique, il est lu uniquement par des hommes. Et c'est hors de question pour lui de faire un truc avec Playboy, parce que ça collerait pas du tout avec son image. Puis en plus, c'est des mecs qui achètent ça, bref, il est homophobe et ça, vous l'avez compris. Du coup, la bonne idée qu'il va avoir, c'est de contacter Playgirl, qui font tout l'inverse avec des modèles masculins. Donc Kane, il est déterminé, etc. Il va donc pour poser dans le magazine, il apparaît torse nu, chaussettes avec petit peignoir, boîte de chocolat, histoire de faire un rappel avec son album Taste of Chocolate. Et pour lui, c'était clair, si Playboy, ça cartonne chez les mecs, Playgirl, ça doit cartonner chez les meufs. Son objectif était d'augmenter sa popularité et d'établir une relation plus étroite avec ses fans féminines. Dommage pour lui, personne ne lui a expliqué que Playgirl, c'est majoritairement lu par la communauté homosexuelle, les gens qui l'aiment pas. On a donc un Big Daddy Kane, cliché du mec qui se revendique partout être hétéro. Il en fait son drapeau, son slogan, il en fait son fond de commerce avec des propos même homophobes pour appuyer son statut, qui pose en couverture d'un magazine gay sans faire exprès. Eh bien ça, c'est typiquement ce que j'appelle une promo ratée. Elle est pas mal, hein. C'est juste son pire cauchemar qui se réalise pour lui. On dira de notre côté que c'est simplement le karma parce que c'est hilarant en fait. Ce gars était tellement dans son délire à lui, presque mégalo, etc., trop omnibulé de plaire aux femmes, qu'il a oublié qu'il vivait dans un monde où, bah ouais, des hommes pouvaient acheter des magazines où il y a des hommes. Ça lui traversait plus l'esprit. C'est du karma. La promo est donc désastreuse pour lui, son public ne comprend pas pourquoi il pose dans un magazine lu en partie par la communauté homosexuelle, alors que je vous le rappelle, c'est un mec qui dit ça à la base. Et son album Taste of Chocolate est devenu le premier disque de sa carrière à ne pas atteindre de certif.
Alors j'ai pas trouvé d'interview ou truc où il revient sur cet épisode de sa carrière, et en même temps on peut deviner pourquoi. Alors l'histoire ne dit pas s'il a percé dans la communauté homosexuelle, mais ce que je retiens c'est que si vous lancez une promo, entourez-vous de gens pour vous conseiller un petit peu quand même. Alors, vous pouvez faire vos trucs vous-même, etc., avoir votre délire, machin, poser des questions autour de vous. Vous pouvez très vite passer pour un con. Surtout qu'après ça, il a essayé comme il pouvait de rattraper cette image. Donc il a posé dans le sexbook de Madonna avec Naomi Campbell, mais ça ne suffira pas à éteindre cet épisode de sa vie. Après ce mauvais choix de promo et son obsession à vouloir devenir un sex symbole, il va d'album en album finir par perdre tout son aura. Comme quoi la morale dans tout ça, elle est toute bête, mais on préfère les gens lorsqu'ils n'essayent pas d'être quelqu'un d'autre, et surtout ne soyez pas homophobe. Ashanti est une artiste américaine et les plus emblématiques du R&B au début des années 2000. Alors si son nom vous dit peut-être rien, vous connaissez forcément sa voix, notamment sur ça. Ou encore ça. Elle a squatté les top 10 des charts US pendant près de 5 ans, mais après la sortie de son album Collectable by Ashanti en 2005, les ventes s'effondrent. Pendant près de 3 ans, on n'entend plus parler d'Ashanti, jusqu'en 2008 où elle revient avec un single. Et ce single, à la surprise de tout le monde, va très bien marcher. Et donc pour éviter que cette hype ne retombe à l'approche de son 5e album The Declaration, son label va opter pour une promo plus que... J'ai pas vraiment de mots pour décrire... Je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Tout commence avec la sortie du clip de The Way That I Love You, où on y voit Ashanti jouer le rôle d'une femme qui entretient une relation avec un homme infidèle. Jusque-là, rien d'anormal pour un clip de R&B. Sauf que la suite du clip va déraper dès le moment où on commence à voir des plans d'un appartement avec du sang sur le sol, les vitres, les murs. Puis, on voit Ashanti prendre un couteau et attendre patiemment le retour de son gars. Du coup, vous imaginez la suite, on comprend très bien qu'elle va le tuer. Et c'est ce qui va se produire. Le mec va finir dans une baignoire de sang et Ashanti ira même jusqu'à mettre en scène son interpellation. Alors, ce clip, à l'époque, ça va un peu choquer le public. On parle d'une autre époque. On n'est pas tant habitué à ce genre d'image. Et donc, le truc qui est trop débile, c'est que ce single, il marchait très bien, etc. Et le clip, il vient tout gâcher. Dites-vous qu'à cette époque, Ashanti avait une image assez lisse aux yeux du public. Elle n'avait jamais habitué les gens à faire un truc aussi trash. Alors, ça aurait pu s'arrêter là en mode « Ah, c'est con, elle s'est mis un bâton dans la roue toute seule ». Non. Son label va avoir l'idée de créer un site web où on peut créer des cartes électroniques avec des faux reportages d'homicides inspirés du clip pour pouvoir les envoyer à ses contacts par mail. Par exemple, tu arrives sur le site, tu rentres ton nom, le nom de ton ami, en l'occurrence ton ennemi. Ensuite, tu avais des propositions de mobiles comme « infidèle, s'est moqué de vous, vous a brisé le cœur ». Et après, tu avais des propositions d'armes, genre couteau, marteau ou encore rouleau à pâtisserie. Et une fois que tu avais rentré toutes tes informations, etc., le site te créait une fausse vidéo dans le style des reportages télé de l'époque. Genre comme si c'était une annonce sur une chaîne d'infos où on pouvait y voir le nom de la fausse victime écrit sur un mur avec du sang, une fausse page de journal avec les armes utilisées, etc., etc. Bon, voilà, une idée marketing glauque. Et naïvement, c'est un truc qui a été fait à une époque où on pouvait pas imaginer que donner ça à Internet, ça pouvait vite partir en couille. Là où aujourd'hui, on comprend direct pourquoi c'est une mauvaise idée. À la fin de cette vidéo, on peut y entendre une voix disant « Ashanti et Universal Music Group n'encouragent ni ne tolèrent la violence d'aucune sorte. Ceci est uniquement à des fins de parodie. » Eh ben oui, merci pour le disclaimer, mais non. Cette idée, c'est juste non. Avec ce site, le label a juste créé un moyen hyper simple de menacer des gens. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont s'en servir pour menacer leur ex, simuler leur propre mort pour chercher à créer de la culpabilité. Certains s'en sont carrément servis pour intimider des communautés entières avec des messages à caractère raciste. Bref, c'était une belle idée de merde. Pour que vous compreniez bien, dites-vous qu'à l'époque, c'est tellement pas simple de faire un montage crédible. C'est une époque ultra naïve où tu bernes facilement les gens. Tout est très crédible vite. Donc pour l'époque, même si là vous voyez juste un truc en mode chiant, c'est crédible pour 90% des gens. En plus de ça, Ashanti, elle a un public très jeune de base, et voir ton artiste préféré banaliser la violence pour résoudre des problèmes de relations, ça va clairement pas plaire aux parents. Des manifestations vont avoir lieu devant les bureaux d'Universal, Motown, à Los Angeles et à New York pour que le site disparaisse, ainsi que la promotion de l'album s'arrête. Les opposants à cette promotion vont menacer de pourrir la performance de Ashanti lors d'un match de finale de NBA, et c'est seulement à partir de ce moment-là que le label va accepter de supprimer le site et de présenter ses excuses. À la suite de discussions avec Ashanti, nous avons conjointement décidé de supprimer le site web thewaythatIloveyou.com. Ashanti et sa musique ont toujours été axés sur l'autonomisation et la résolution des problèmes qui lui tiennent le plus à cœur. Nous soutenons notre artiste et ses choix créatifs
créatif. Ashanti s'est exprimée sur cette histoire et son interview est plus que bizarre. Elle présente encore aujourd'hui cette idée comme un truc cool, elle a pas compris pourquoi les gens n'ont pas capté. Pour être même plus précis, elle dit que bah non, je trouve ça cool comme concept parce que c'est une alternative à la violence réelle. C'est pas un argument qui va la sauver. Ça reste une idée de merde. If you have a man or a guy that's cheating on you, you can send him a message to say don't cheat on me, and you fill out his name, your name, you can put your picture, his picture, and you're gonna kind of explain to him that he got caught, you caught him, and this is what you're gonna do to him. Et cette tentative de prank, qui avait pour but de gonfler les ventes de son prochain album, va faire tout l'inverse. The Declaration ne se vendra pas bien, le label va se dissocier d'Ashanti, et plus grand monde ne va la calculer par la suite. Même après avoir fait des feats avec des rappeurs du moment, comme Rick Ross, French Montana, ou même plus récemment H, c'est juste trop tard. Le mal est fait, et plus aucun de ses projets perso ne refonctionnera. Alors c'est triste, comme histoire, parce qu'au final, la vraie victime de sa promo macabre, bah c'est sa carrière. Comme quoi, on sous-estime peut-être le pouvoir d'une idée de merde, et comme quoi aussi une carrière, ça tient à pas grand-chose. Alors oui, Justin Bieber a aussi sa place dans cette vidéo, mais avant de comprendre pourquoi, il faut remettre les choses dans son contexte. Justin Bieber devient une gigastar en 2009, alors qu'il n'a que 14 ans, avec son projet My World, notamment grâce à One Time et Baby. Suite à cet énorme succès, il va continuer à sortir des projets d'année en année, jusqu'en 2015. Puis, en raison de plein de problèmes personnels, il décide de mettre sa carrière entre parenthèses. 5 ans vont passer durant sa petite parenthèse, il a repris le chemin des studios et il va présenter son 5e album, Changes. Et pour promouvoir son album, il lui faut un single efficace, pour le rassurer lui, et rassurer ses fans. Ça fait 5 ans, il a rien sorti le gars. Parce que oui, dans la musique, tout va très vite, et même s'il a connu d'énormes succès, on n'a pas la certitude que son nouveau projet connaisse le même engouement que les précédents. Le single en question sortira en janvier 2020 et s'appelle Yummy. Et c'est à ce moment-là que Bieber se met une pression pour son retour. Ça fait 5 ans qu'il n'a rien sorti, sa stratégie de promotion va être de vouloir à tout prix être numéro 1. Et vous allez voir que la stratégie est pas terrible. Avant de dévoiler le clip, il va sortir une vidéo lyrics de son single Yummy, qui veut dire tout simplement délicieux. Et dans cette vidéo lyrics, on y voit une douce et délicieuse glace qui donne envie d'être léchée. Tout comme des bébés. Alors, si je dis ça, c'est parce que Bieber va poster avant son clip une série de photos sur son Instagram de bébés pour teaser son single, avec juste comme commentaire « délicieux ». Évidemment, ça va créer l'incompréhension, d'autant plus que ce morceau est explicitement sexuel. Il raconte à quel point il est horny pour sa meuf. Quel est le rapport du coup? Eh ben, on sait toujours pas, je vous le demande. Ça ne s'arrête pas là, il a un plan, qui est le forcing. Mais quand je dis forcing, c'est vraiment comme un gros lourd. Il va publier une série de photos sur ses réseaux où il énumère tout un tas de consignes qui ont pour simple but de faire grossir ses streams. Pour ceux qui écoutent Yummy via YouTube, il les encourage à se déconnecter de leur compte, ne pas esquiver les pubs, ne pas couper le son et de rafraîchir la page à chaque fois que tu as envie d'écouter plutôt que d'appuyer sur le bouton replay. Pour les utilisateurs d'iTunes, c'était plus simple. Il suffisait d'acheter le son sur iTunes. Mais si par pur hasard on voulait acheter plusieurs fois le même single, il était conseillé de le faire en passant par son site affilié. Bah ouais, logique. Et là où c'était vraiment abusé, c'est pour les utilisateurs Spotify. Il demandait de créer une playlist juste avec Yummy, de la lancer en boucle en mettant le volume au minimum, évidemment sans muter, sinon les streams ne seraient pas comptabilisés. Il recommandait même de lancer cette playlist pendant qu'on dort, histoire que ça dure bien longtemps sans s'en rendre compte. Et si tu suivais toutes ces consignes mais que tu habitais en dehors des États-Unis, bah c'était trop relou. Du coup, il vous demandait si vous pouviez télécharger un VPN pour vous localiser là où il a envie que les streams soient comptabilisés. Ça serait sympa, merci. On parle de Justin Bieber. Ce gars a quand même des millions et des millions de fans à travers le monde. Ça a été très mal accueilli, je vais pas vous mentir. On l'a vu en bizarre, en mode et l'industrie c'est ça maintenant? Alors oui, cette stratégie va avoir un impact sur les ventes, etc. machin, nana, mais juste ça fait se questionner sur bah c'est sale. Ok, on comprend, ça fait 5 ans qu'il a rien sorti, t'es sous pression frérot, machin, nana, mais y a pas à forcer autant. Le rapport à la musique il est hyper particulier là. Sur sa chaîne YouTube, il a sorti pas moins de 7 clips ou visuels différents pour cette même chanson en 1 mois. Pourquoi en faire autant? Il veut absolument la première place. Donc avec toutes ces stratégies et les nombreux fans qu'il possède, c'est normal de viser la première place. Et bah Yummy n'atteindra jamais cette première place. Tout ça pour ça.
Il se classera maximum 2e. Impossible pour lui de dépasser The Box de Roddy Ricch, qui était pourtant beaucoup moins populaire que lui. Suite à la sortie du single, tout un tas de critiques musicaux, de journalistes, de médias vont critiquer Yummy, le qualifiant comme un son pauvre, décevant pour un retour après 5 ans d'absence, uniquement conçu pour une trend TikTok. Le magazine Rolling Stone ira même jusqu'à le classer parmi les pires chansons de l'année 2020. Bon, dans tous les cas, le comeback de Believer aura fonctionné, c'est pas ça qui va éteindre l'artiste que c'est et l'envergure qu'il a, mais par contre ça a montré vraiment un truc à pas faire quoi. Pour le coup, avec tout ça, tout le monde trouvait qu'il méritait sa 2e place. Son album Changes va bien se vendre tout de même, et son public va globalement apprécier son retour, tant mieux pour lui. Alors, il y a eu tout un tas de théories de complots lancées majoritairement par des médias d'extrême droite, liant cette chanson avec des histoires de pédophilie, de trafic d'enfants, etc. C'est inévitable tant cette idée était trop bizarre. Voilà pour l'histoire de la promo de Yummy, même si en vrai cette pratique est assez connue et utilisée chez les fans de certains artistes, je pense à la K-pop notamment, mais ça reste assez rare et assez mal vu que cette démarche vienne de l'artiste lui-même. Faites pas ça. Bon, alors vous connaissez sûrement cette histoire, mais si elle n'était pas dans cette petite liste, je sais pas où je l'aurais mis. Si vous aviez iTunes ou un iPhone en 2014, vous avez forcément eu un album gratuit de U2 dans votre bibliothèque, et ça sans jamais avoir demandé quoi que ce soit. Eh bien ça, c'était une collaboration entre Apple et le groupe de rock pour promouvoir leur nouvel album. Alors laissez-moi vous expliquer. Tout commence par la keynote d'Apple en septembre 2014. Tim Cook monte sur scène et présente l'iPhone 6 ainsi que la première Apple Watch. Et pour finir cette soirée, il invite U2 à monter sur scène pour interpréter leur nouveau single de l'époque, The Miracle. À la fin du show, Tim Cook et Bono, le chanteur du groupe, vont prendre le micro et faire une annonce qui n'a jamais été faite auparavant. Le nouvel album de U2, Songs of Innocence, sera disponible gratuitement et dès maintenant, soit plus d'1 mois avant sa sortie officielle, mais uniquement sur la plateforme iTunes qui comportait à l'époque près de 500 millions d'utilisateurs. Songs of Innocence is going out for free to 500 million people in the next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. En vrai de vrai, sur le papier, l'idée est tue. C'est-à-dire que Apple, ils ont l'exclusivité pendant 1 mois sur le dernier album d'un des plus grands groupes de rock et va potentiellement amener des nouveaux utilisateurs sur leur plateforme. Pour U2, c'est très bien aussi. Déjà, selon le New York Times, le groupe aurait touché près de 100 millions de dollars pour ce partenariat, pas dégueu, et il y a probablement 500 millions de personnes qui vont pouvoir écouter leur projet. Donc ouais, sur le papier, c'est pas dégueu. C'est une opération de communication à grande échelle, c'est un pari quoi, j'aime bien. Et du coup, tout va bien pour tout le monde, où est le problème? Eh bien le problème, c'était que personne pouvait se débarrasser de ce foutu album. Tu es, et tu seras obligé de l'écouter ad vitam aeternam. Bon, pour U2, c'est bien, voilà, mais surprise, tous les utilisateurs d'iTunes ne sont pas forcément fans du groupe, ou même des auditeurs de rock. À la semaine de sortie, c'est 33 millions de personnes qui écoutent le projet de force. Quand t'es en soirée, que tu lances tes musiques en aléatoire, que tu tombes plusieurs fois sur des sons qui n'ont rien à faire là, bah en vrai, il y a de quoi être saoulé. Le problème, c'est qu'Apple va galérer pour trouver une solution et proposer un outil pour permettre de supprimer l'album définitivement. Un journal américain influent, Wired, considérera l'album comme le pire spam de tous les temps. Alors autant vous dire qu'une promo où la presse titre ce genre de choses, bah c'est pas exactement ce qu'on espère d'une promo, devenir le groupe le plus haï des États-Unis. Évidemment, tout le monde se plaint sur les réseaux sociaux, et cette promo de con a eu l'effet tout inverse de ce que Apple ou U2 espéraient. Et avec la popularisation de la concurrence comme Spotify, SoundCloud, etc., iTunes, à cette période, va connaître une forte baisse du nombre d'utilisateurs. C'est sûrement une coïncidence, mais pour Apple, ce partenariat promotionnel avait aussi pour objectif d'accroître leur vente de CD sur leur plateforme, et au final, elle est juste en train de mourir à petit feu. Cette promo a accéléré leur chute. En plus de ça, tout un tas d'artistes vont se plaindre de la mise à disposition de cet album entre guillemets gratuit. Pour eux, c'était tout simplement un acte qui dévalorise la musique telle qu'elle est et un manque de respect envers les petits artistes. Seulement une semaine après la sortie de l'album, tellement il y avait de plaintes, tellement les gens se plaignaient, tellement ça a fait du bruit, Apple sur leur site, leur propre site, ils ont dû afficher ça.
Et c'est un peu humiliant, mais ils ont publié carrément un tuto de comment retirer l'album pour tenter de sauver les meubles. Et je sais pas, ça me fait rire, sur ton propre terrain, tu montres et t'avoues que t'as fait une bêtise et tu nettoies. C'est ridicule. Pour YouTube, cet album a quand même bien fonctionné en Europe. Aux États-Unis, là où il y a une majorité d'utilisateurs d'iTunes, eh ben c'est plus compliqué. Avec cet album, ils ont juste fait leur pire classement. Alors Bono est revenu à plusieurs reprises sur cet épisode, évidemment parce que ça a marqué beaucoup les esprits, et il assume totalement. Il dit que c'est son idée et que c'était une idée de merde quoi. Il a présenté ses excuses, il précise aussi que c'est lui-même qui a proposé ce plan à Apple et que s'il y a bien une personne à blâmer dans cette histoire, c'est bien lui et personne d'autre. 5 ans après cette affaire, iTunes ferme définitivement leurs portes pour laisser place à Apple Music. Si ça, c'est pas ce que j'appelle une promo ratée. Here are the Beatles! Bon, les Beatles dans les années 60, c'est juste des méga stars. On reviendra peut-être un jour sur leur histoire parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais pour faire bref, ils avaient une image de chanteurs engagés, parfois révolutionnaires mais aussi sensibles et pacifistes. Des millions de personnes en étaient fans, mais pas juste des auditeurs, non, des vrais fanatiques limite prêts à mourir pour eux, c'était un sacré délire. Ils avaient investi leur argent dans la création d'une entreprise, Apple Corp, qui n'a rien à voir avec Apple que vous connaissez. Et cette boîte qu'ils ont créée va se développer dans plusieurs filières. Apple Electronics, Apple Film, Apple Records, Apple Retail, etc., etc., etc. Mais alors pourquoi et comment ils se sont démerdés pour faire une promo catastrophique et pour se retrouver dans cette vidéo? Qu'est-ce qui leur vaut cette place? En août 68, les Beatles vont publier 2 singles dans le but de promouvoir leur prochain album, Album Blanc, ou The Beatles. Ou Double Blanc. Il a plein de surnoms, mais c'est juste parce que la pochette est blanche quoi. Les 2 singles de ce double album sont Hey Jude, une chanson écrite par Paul McCartney destinée à Julian, le fils de John Lennon, pour le soutenir face au divorce de ses parents. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. L'autre est un message beaucoup plus engagé à l'image de son titre, Revolution, cette fois-ci écrite par John Lennon. We all wanna change the world, but when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. Bon, ok. Là, t'es dans un bureau, tu dis comment je fais la promotion de ces 2 singles en même temps, alors que ça parle pas vraiment de la même chose, et qu'est-ce qu'on pourrait bien foutre? Paul McCartney va avoir une idée. Son projet est de se rendre dans leur boutique de vêtements Apple située à Baker Street, l'une des rues les plus passantes de Londres, pour ensuite peindre en blanc la vitrine en y inscrivant les titres des singles, de sorte à interpeller un maximum de personnes dans la rue. Pour rappel, on est à la fin des années 60. Le but c'est de toucher un maximum de gens, la rue ou la façade d'une boutique c'est pas con comme idée. Son manager va accepter. Ils se rendent donc devant le shop en pleine nuit et recouvrent les vitrines de chaux, les rendant totalement blanches. Ils vont ensuite gratter les vitres et inscrire Hey Jude ainsi que Revolution, qui sont les 2 titres des premiers extraits de l'album. Jusque là, dans l'idée, pas de problème. Voilà, ils sont là en mode ah putain, on a fait un bon truc. Ils sont un peu comme s'ils avaient fait une bêtise, ils attendent le retour maintenant du public et tout. Ils sont chippy. Le lendemain, Alistair reçoit un appel de la police. Un individu a été interpellé pour avoir brisé la vitrine de leur magasin de vêtements. Cette personne a justifié son acte par les propos inscrits sur la vitrine qu'il jugeait antisémites. En fait, Jude, en allemand ça signifie juif, et de nombreuses inscriptions de ce type ont été utilisées sur des bâtiments pendant la guerre pour dénoncer les familles juives. Et généralement, comme si ça ne suffisait pas, c'était des graffitis faits à la chaux, tout comme ce qu'ont fait Paul et Alistair. Bon. Du coup, vous avez compris où je veux en venir. Tu vois, et juif et révolution, je comprends qu'il y a un quiproquo là, pas bien. Moi, le truc que je me dis, c'est que on est dans les années 60, tu vois. C'est que c'est pas si vieux que ça, hein. C'est très récent pour eux. Je sais pas, c'est fou. Ils vont recevoir des dizaines d'appels, des journalistes, des fans qui cherchent à comprendre, mais aussi des menaces de représailles. Bref, ça sentait pas bon du tout pour l'image des Beatles. Ils vont donc répondre aux questions des journalistes, discuter avec les communautés offensées par les inscriptions et justifier leur démarche promotionnelle. Paul McCartney va se retrouver à expliquer qu'à aucun moment, il n'a vu la moindre pensée antisémite et que ces inscriptions correspondaient seulement au titre de leur prochain single et rien d'autre. Et justement, les 2 singles vont sortir alors dans la foulée et ça va pas mal aider à calmer les tensions autour de cette promotion totalement foirée. C'était juste un énorme malentendu et en fait, t'es obligé de le justifier. À ce moment-là où ils font ça, le monde entier il est pas au courant qu'ils ont 2 morceaux qui s'appellent Hey Jude et un morceau qui s'appelle Revolution. Tu peux pas le comprendre. Au final, Hey Jude finira par être le 45 tours le plus vendu de la carrière des Beatles. Donc évidemment, ça a aidé à faire passer le bad buzz quoi. Bah écoutez, voilà. Alors, j'ai pas pu rassembler toutes les promos de merde qu'il y a eu dans l'histoire, parce qu'il y en a beaucoup déjà. Mais je suis curieux de savoir si vous avez des promos en tête, ou vous vous souvenez qu'il y avait des trucs catastrophiques qui ont été faits, tentés, ou qui ont, pire, éteint des carrières. Sur ce, merci à vous quand même d'être resté jusqu'ici, de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.